Petit peut-on improviser sa vie en même temps que vivre son improvisation. Petit peut-on improviser sa vie en même temps que vivre son improvisation. Petit peut-on vivre sans improvisation. Pensable est-ce pensation. J'avais appris qu'un musée de la dentisterie vendait des têtes de martyrs coptes. Alors, je me suis dit, tiens, je vais racheter tout ça. J'avais emprunté de l'argent pour racheter toute la collection que je transportais dans des valises en me disant, ça y est, pour relancer la foi, je vais vendre mes martyrs coptes. Et puis, je ne sais plus pourquoi, j'avais décidé d'aller à Besançon, qui me semblait une ville religieuse, solide. Et donc, je devais demander rendez-vous à l'évêché. Je suis arrivé avec mes 2 valises de martyrs coptes. Et je dis, pour relancer la foi tout de même. Et j'ai toujours les papiers de ce musée de dentisterie. On les avait retrouvés. C'est des têtes de martyrs complètement fossilisées. Ils m'ont bien laissé parler. Ils étaient très, très attentifs. Tout le monde était venu. Il y avait des curés. Il y avait un vicaire général. Tout ce monde-là. On regardait attentivement ces martyrs coptes. Mais ils m'ont dit, oui, mais il y a un seul ennui pour nous, c'est ce sont des orthodoxes. Alors, je suis reparti avec mes martyrs que j'ai vendus pour un prix coûtant, que j'ai revendu pièce par pièce et j'en ai conservé un. J'ai dit, j'ai jamais été engagé. Je me suis trouvé embarqué. Et je tiens beaucoup au mot embarqué. Mais tu n'es pas descendu de la barque. Comment ? Tu n'es pas descendu de la barque. Ah ben des fois on me jette de la barque. Dans les partis politiques on m'a toujours jeté. Ouais. Bah, à la Maison de la Culture tout de même, avec le bibliothécaire, etc., la veille de mes 60 ans, on m'a tout de même remercié. Oui. Donc on me débarque. Oui, mais on te débarque, mais toi, tu ne débarques pas. Ben, je suis un imbécile. Je suis mort parce que je ne désire pas. Je ne désire pas parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayons de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyons qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayons de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyons qu'on n'est rien, on essaie de devenir. Essayons de devenir, on vit. C'est d'une beauté, non ? Ils amenèrent une femme de la rue et la firent asseoir au parterre. À coups de menaces, à coups de pots de vin, à coups de flatterie, l'obligèrent à partager un peu de sa vie avec des acteurs. Mais là, je n'y comprends rien. Restez assise, dirent-ils. Mais je ne veux pas voir des choses tristes. Restez assise, dirent-ils. Et elle écouta tout, comprenant certaines choses, mais d'autres pas.
riant rarement et toujours sans savoir pourquoi, par moments éprouvant du dégoût, par moments complètement médusé, et dans la lumière, à nouveau dit « Si c'est ça l'art, je trouve que ça n'est pas facile. Ça me dépassait. Ça dépassait tellement ma vie réelle. Mais quelque chose la troublait, quelque chose rongeait sa tranquillité d'esprit. Et elle vint une seconde fois, avec des amis, en renfort. « Restez assis, dit-elle. » Et à nouveau, elle écouta tout. Et cette fois, comprenant d'autres choses, cette fois acceptant que certaines choses ne puissent être comprises, riant rarement, mais maintenant sans honte, par moments éprouvant du dégoût, par moments complètement médusée, et dans la lumière, à nouveau, dit « C'est de l'art, ce n'est pas facile. » Et un ami dit « Trop dur pour moi. » Et l'autre dit « Si tu reviens, je reviens. Parce que j'ai trouvé ça dur, je me suis senti honoré. » Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller, dans l'unique souci de manger tout de suite, notre simple force d'avoir faim. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. Moi, je pense ce qu'on assassine et politiquement, socialement et tout ça, c'est plus global que ça. C'est la vie en fait. Enfin, moi, c'est mon gros constat, c'est que et ce constat part du théâtre, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est la vie en fait. Enfin, c'est que dans les théâtres, il n'y a plus de vie, que. Enfin, moi, c'est très con, mais à la base, pourquoi je vais au théâtre ? À la base de la base de la base, c'est pour passer une bonne soirée, c'est pour voir une bonne pièce, amener à papoter, amener à boire un verre avec des artistes, avec des gens, avec n'importe qui, je m'en fous, mais des gens qui sont là, un instant T dans un lieu et qui ont envie de partager des choses. Et mon gros constat aujourd'hui, c'est que des endroits où il y a vraiment de la vie, il y en a de moins en moins en fait, et qu'ils sont de plus en plus, c'est pas détruits, mais indirectement, ils ont de moins en moins de place pour exister, et c'est ça qui m'attriste, et que je pense que nous, notre combat aujourd'hui pour nous les petits jeunes, c'est justement de ça, c'est de ramener de la vie dans les choses en fait, parce que la vie, elle disparaît, il reste des choses. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire. Et toi, céder, une fois pour toutes,
et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement ou le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Je n'avais plus qu'une idée, allant assez souvent à Paris, fils de cheminot, à l'époque on bénéficiait jusqu'à 21 ans de permis de transport. J'avais qu'une idée, c'était rencontrer cette sorte de prophète. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dis-le. Et à l'époque, notre petite compagnie avait une sorte de mécène, René Gaudier, qui était avoué de son état. Un jour, je lui parle du théâtre et son double et d'Artaud, que j'aimerais bien rencontrer Artaud. Si lui l'avait rencontré, non, il ne l'avait jamais rencontré. Mais il me dit, c'est simple. Je lui dis, comment c'est simple? Ben, il me dit, le fils du receveur des postes, Paul Ménard, le connaît bien, parce qu'il a même créé avec Marcel Bizio une petite revue qui s'appelle La Revue 84. Pourquoi 84? Parce que c'est au 84 de la rue Saint-Louis-en-Lille. Et alors je vais voir Paul Ménard, je découvre, je le rencontre, c'était déjà un homme, je découvre, et il m'a donné ses livres, il avait un nom de plume, Jacques Brenner. Et à ce moment-là, il travaillait avec Marcel Bizio, les deux cofondateurs de la revue 84. Et c'est ainsi que je suis allé les retrouver à Paris, dans leur local, où, me disait-il, Artaud passait fréquemment. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Artaud. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit. Ah, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre, et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang. La première lecture, je me suis laissé emporter parce que je pensais trop à Artaud. Quand il lisait des textes, il les lisait toujours avec son paroxysme, avec des stridences, en hurlant. Et je me suis laissé emporter. Moi, je l'ai vu dans une galerie d'art, rue Bonaparte, sortant complètement fou. Il y avait un côté assez extraordinaire. Et puis, il y a eu surtout cette grande conférence au Vieux-Colombier, où il s'est passé une chose étonnante. Au début, il était très sérieux, et puis on lui a dit que Gide était dans la salle. Alors à ce moment-là, il a commencé à perdre un peu confiance, il s'est énervé, et puis il y a eu un coup de vent. Venu danser, dans les théâtres, il y a toujours des coups de vent, et tous les petits papiers qu'il avait préparés pour sa conférence se sont éparpillés. Et je revois Artaud à genoux, essayant de remettre de l'ordre dans ses papiers, puis n'y parvenant pas, et subitement, disons, se redressant et disant, bon, Artaud va vous parler d'Artaud. Et ça a été une chose prodigieuse. Ben, une fois, je suis allé le voir à Ivry. Moi, j'avoue que j'étais tout de même un petit jeune homme, 18-19 ans. J'étais impressionné parce qu'à la fois, il était d'une grande gentillesse et il pouvait rentrer dans des fureurs épouvantables. Il était assez, comment dirais-je, assez imprévu. Et je me souviendrai tout le temps qu'il me parlait d'une pomme qu'il avait eue pour le dessert et qu'il avait mis dans sa poche, et il m'a donné cette pomme pour le voyage.
Un théâtre vivant, c'est-à-dire un théâtre où les gestes, les attitudes, la vie propre du corps ont le droit de se libérer de la convention du langage, de passer outre aux conventions psychologiques, en un mot, d'aller jusqu'au bout de leur signification profonde. Dans cette poussée du geste, pour son propre compte, dans son irresponsabilité, je vois apparaître une dimension dont le langage seul ne peut rendre compte, mais en revanche, quand le langage est pris dans le rythme du corps, devenu autonome, alors les discours les plus ordinaires, les plus quotidiens, retrouvent un pouvoir que l'on est libre d'appeler encore poésie et que je me contenterai de dire efficace. Mais je veux qu'il y ait à la base quand même une observation aiguë et une connaissance de certaines règles du jeu, que ce soit le jeu de cartes, ou comment les arbres poussent, ou comment les révoltes se font, ou comment les grèves s'établissent, ou comment l'amour physique naît, ou comment l'amour physique meurt. Fut pris d'un grand tremblement en montrant ces photos. Dans le sillage d'Artaud, pour moi, c'était le plus grand auteur dramatique. Je me souviens qu'il m'avait demandé d'acheter l'aveu et de le brûler sans le lire. Et tout de même, à la fin de sa vie, il l'a récupéré. C'est un grand texte. C'est un grand texte. Corroboro. Carré, 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 carré. Corroboro. Je croyais par exemple que le théâtre pouvait être réservé à une petite élite, comme on dit. Je mets le mot élite entre guillemets. Et aujourd'hui, je crois que le théâtre, le vrai théâtre, un théâtre moderne, digne de ce nom, doit vraiment pouvoir être reçu, sinon par les masses, du moins par un très large public. Et je crois que le vrai théâtre, ou même l'art tout court, je pense à Chaplin au cinéma, à Brecht au théâtre, peut être à la fois très populaire, très simple, bien qu'il garde par ailleurs des tas de subtilités. Certains soirs même, il y avait 2 pièces d'Adamov qui se jouaient à la même heure. C'est extraordinaire, mais toujours très peu de spectateurs. Comme à la première des chaises de Ionesco, avant que Ionesco pense avec ses fesses et soit allé à l'Académie française pour les Igassoirs. Je me souviens de la première des chaises. Adamov, enthousiaste, on était 4 personnes. On n'était que 4. Et Adamov se levant et disant « Il n'y a rien sur le plateau, que des chaises, personne dans la salle, c'est sublime, c'est sublime. » Il m'avait présenté au Mabillon un monsieur tout effacé qui ressemblait plus à un employé de banque qu'à un auteur, c'était Eugène Ionesco. Alors on est allé déjeuner chez lui, je ne sais plus où il habitait. À la suite de quoi il m'avait donné, je m'en souviens bien parce que ça correspond à la date de naissance de mon fils Bruno, 6 octobre 51. Et il m'avait donné le manuscrit de Jacques ou la Soumission avec tous les droits. Autant Artaud est un nom quand même très convoqué ou mobilisé par les artistes aujourd'hui. Encore une fois, à mon sens, de manière bien souvent indue. Mais après, qui je suis pour dire ça. Mais autant le nom d'Adamov est un nom complètement gommé de l'histoire du théâtre. Absolument. Et c'est intéressant. Enfin, c'est symptomatique d'une œuvre qui est fondamentalement embarrassante tout le temps, qui est embarrassante dans son masochisme, qui est embarrassante dans son marxisme, qui est embarrassante dans sa tentative sans compromis de convoquer la question psychique sur un plateau et d'altérer la question psychique par la question sociale et l'inverse aussi, et de lâcher aucun des deux pans. Il faut quand même qu'il y ait une certaine vision des choses, une certaine vue sur l'homme,
la possibilité de transformer l'homme ou de ne pas le transformer. Qu'est-ce que signifie cet homme? Qu'est-ce qu'il fout ici? C'est en lisant Le théâtre et son double qu'en réalité est né, avec d'autres copains comme Jean-Marie Conti, l'éducation par le jeu dramatique. C'est-à-dire sortir de soi-même, casser cette carapace que la société nous a flanquée sur le poil, et dont parle admirablement Artaud. J'avais accepté d'être instructeur national d'éducation par le jeu dramatique pour la Fédération unie des auberges de jeunesse. Donc tous les week-ends, j'allais à travers la France faire des stages. Par exemple, un type comme Terzieff, je me souviens qu'il était à mon atelier à la Lorlaye en 51. Un jour, je lui passe, il avait à l'époque 16 ans, 17 ans. Un soir, je lui passe les illuminations de Rimbaud. Le lendemain, il savait par cœur. J'étais le messager de Jean-Marie Serrault, qui dirigeait dans des conditions difficiles un petit théâtre, et qui a toujours été un découvreur de théâtre. Jean-Marie Serrault, maintenant qu'il est mort, il a des salles qui portent son nom un peu partout, parce que c'est tout de même grâce à Serrault que on a connu Adamov, qu'on a connu Ionesco, qu'on a connu Arabal, qu'on a connu Beckett surtout, et tout ça sans argent, sans rien, dans des conditions mais effroyables de l'époque. Mais il y avait à l'époque, l'argent n'était pas encore le roi, les choses n'étaient pas encore bancables. Le camarade Serrault m'avait chargé d'un message auprès de Brecht, dont j'avais entendu parler, dont lui, il avait déjà monté un spectacle quelques années auparavant. Et à l'époque, il n'y avait pas... Berlin se relevait tout juste de ses ruines. On était à Berlin-Ouest, mais on pouvait passer à Berlin-Est très facilement. Il suffisait de prendre le métro, il n'y avait pas encore le mur. Et c'est comme ça qu'un matin, je suis passé à l'Est pour aller voir Monsieur Brecht. Et je me souviens dans l'escalier avoir croisé une dame qui m'a semblé qui me semblait pas une comédienne, qui m'a semblé presque pas une servante, parce qu'elle avait un sac avec des légumes, elle revenait de faire le marché, et j'ai croisé la plus grande comédienne du monde, qui était Hélène Weigel, mais je ne savais pas que c'était Hélène Weigel, la compagne de Brecht, et puis j'ai rencontré Brecht, bon, et puis voilà. Et puis je suis resté en auditeur libre comme ça 6 mois. Et il se souvenait d'une chose incroyable, c'est une anecdote. C'est que quand il chantait, parce que c'était une sorte de Brassens à l'époque à Munich, il avait été giflé par un jeune militaire alors qu'il chantait la chanson du soldat mort qu'il avait écrite. Il avait été giflé par un jeune militaire et ce jeune militaire s'appelait Hitler. Bon, ben voilà. Et ça, c'était une photo que je ne sais plus, que j'ai eue, que l'Arche m'avait envoyée. Ça, c'était... parce que c'est l'Arche qui a édité toutes les œuvres de Brecht. Et derrière, il y a surtout un très beau petit texte qui « Crois seulement ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Ne crois même pas ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Sache aussi que ne pas croire quelque chose, c'est croire autre chose. » Là, c'est une beauté, tout ça.
Il y avait Bush qui à un moment coupait du bois, et voir une vraie hache avec des vraies bûches, des vraies écailles de bois qui volaient sur le plateau, tout le monde est resté subjugué. Surtout, il m'a permis d'assister à des répétitions, il m'a surtout permis de voir le théâtre, de découvrir comment les décors étaient fabriqués. Pour la première fois, je voyais des tissus pour les vieillir, comment ils vieillissaient les tissus par des procédés chimiques, par l'usure de certains tissus. Et Mercourage, j'en avais l'impression que leurs costumes venaient des temps de la guerre de 30 ans, puisque l'histoire de la Mercourage se joue pendant la guerre de 30 ans. Mais je crois aussi que Brecht ne partait pas d'une théorie, partait toujours du concret. Une des choses importantes qu'on a appelées la distanciation, c'est empêcher le public de s'identifier. C'est-à-dire que d'être qu'un simple voyeur, quand on n'est qu'un simple voyeur et qu'on s'identifie à ce qui se passe sur le plateau, on perd nos moyens de jugement. Et en fait, tout était fait d'une manière que ça nous donne à réfléchir, à montrer. Pas à démontrer, parce que c'est toute une affaire de dialectique, et on dirait que c'était presque un théâtre politique. Non, c'était pas démontrer les choses, c'était les montrer les plaies béantes de notre monde, de notre société. Là, ça pouvait durer 6 mois, 7 mois, ils travaillaient comme ils se disaient des travailleurs. Réunion politique, discussion, tel geste ça veut dire quoi, est-ce que c'est évident, parce qu'il partait toujours de la vieille phrase, la vérité est concrète, donc il fallait concrètement, on ressente les choses, on les voit. Quand le geste était bien juste et que tout le monde était d'accord, et puis voilà. Aujourd'hui, le TNP est plein, aujourd'hui la Maison de la Culture est pleine, mais il y a finalement, on parlait toujours de théâtre populaire, de théâtre pour les ouvriers. Si on a acheté quelques graines, ben c'est surtout parmi les cadres. Parce que même quand Villard parlait des bals populaires avec Gérard Philippe, mais c'était les secrétaires de direction qui dansaient avec Gérard Philippe. J'ai jamais vu une petite bobineuse à Suresnes dansant avec Gérard Philippe. Il faut dire la vérité. Ah oui. Je pense qu'on peut dire la même chose aujourd'hui. Mais en même temps, moi j'ai dit ça de très loin parce que moi j'ai pris de la distance. Sans doute aussi parce que cette organisation industrielle et globale de la culture ne me fait plus rêver du tout. Donc si je veux encore rêver, il faut que je prenne des chemins de traverse. Et tandis qu'en Allemagne, à l'époque dont je parle, l'époque de Brecht, c'est que le monde était, je ne dis pas qu'il était fait pour la culture, mais il y avait de vrais ouvriers qui venaient au théâtre et qui s'y ennuyaient pas et qui étaient en bleu de travail. Et les spectacles avaient lieu à 5h30 du soir pour justement que ça ne dure pas trop longtemps et qu'ils ne perdent pas toute leur force de travail pour le lendemain matin. Il n'a jamais été au Parti communiste, mais il était plus marxiste que les communistes de l'époque. Ah oui. Un travailleur demande en lisant: qui a bâti Thèbes aux 7 portes?
Dans les livres, on trouve des noms de rois. Les rois ont-ils porté les pierres? Et Babylone, si souvent détruite, qui l'a rebâtie tant de fois? Dans quelle maison de Lima adorée vivaient donc les bâtisseurs? Où donc allèrent-ils le soir où elle fut achevée, les maçons de la grande muraille de Chine? Rome la grande et pleine d'arcs de triomphe, qui donc les édifia? De qui triomphèrent les Césars? Byzance, l'a tant chanté, n'avait-elle que des palais pour ses habitants? Même dans l'Atlantide fabuleuse, la nuit où elle a disparu, les noyés à grands cris réclamaient leurs esclaves. Le jeune Alexandre conquit les Indes, tout seul. César vainquit les Gaulois, n'avait-il pas de cuisinier avec lui? Philippe d'Espagne pleura quand sa flotte fut coulée. Personne d'autre ne pleurait avec lui. Frédéric II gagna la guerre de 7 ans. Qui d'autre la gagna? À chaque page, une victoire. Qui en prépara le festin? Tous les 10 ans, un grand homme. Qui en paya les frais? Autant de récits, autant de questions. Voilà, ce poème a pratiquement mon âge. Et là, avant de se quitter, Roger m'a dit, dès que j'aurai un petit peu d'argent, eh bien, tu viendras, nous travaillerons ensemble. Et ça a mis du temps. Ça a mis tout de même, oui, c'était en 51, et Planchon m'a recontacté en 56, qui a été aussi une année assez décisive, parce qu'entre-temps, j'avais eu un fils, Bruno, qui est aujourd'hui un metteur en scène connu, et Bruno, il fallait que je me mette à travailler un peu plus sérieusement, ne serait-ce que financièrement, donc j'avais accepté un travail de journaliste. Et c'est comme ça que pendant de 51 à 56, j'ai dirigé l'agence du journal L'Union, qui était un journal régional un peu comme le Dauphiné libéré ici, qui était un journal issu de la Résistance, passons tous ces détails. Et je me souviens que le jour, et ça aussi ça a été important, c'était en début 56, Bérévalgy, qui était secrétaire général de France Soir, m'avait téléphoné me disant qu'il aimerait bien me rencontrer parce qu'il voulait que je rentre à France Soir comme reporter. Le jour où j'étais convoqué à France Soir, je retrouvais Planchon et nous allions ensemble, rue de Châteaudun, au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour commencer à avoir nos premières subventions, qu'on n'a pas eues, bien sûr. Et c'était une journée étrange où les fascistes voulaient prendre d'assaut, rue Réaumur, le journal de l'Humanité. Je me souviendrai tout le temps, les Tipolino, du haut de leurs ateliers, vidaient des grands seaux d'encre typographique, qui est une sorte de goudron qui s'écrasait au milieu des gens et puis qu'on avait flambé tout de même, quand on est passé, ils prenaient d'assaut au coin de la rue de Châteaudun le siège du Parti communiste. C'est dans cette atmosphère qu'on a créé le Théâtre de la Cité. Il est bien qu'un privilège soit partagé par beaucoup. Pourquoi si peu de gens viennent-ils au théâtre, alors qu'il procure un plaisir aussi fort qu'un match de football? La meilleure réponse est de faire que la question ne se pose plus. C'est le but du Théâtre de la Cité.
atteindre le public qui croit ne pas aimer le théâtre. Le théâtre doit devenir le privilège du plus grand nombre. La vraie décentralisation, c'est Planchon. Le reste, Jeanne Laurent, tout ça, ça a été des escroqueries. On était un tout petit groupe, en fait. Je dirigeais à la fois une école d'art dramatique qui était ma passion. Ensuite, j'étais le secrétariat général, on faisait de la propagande. C'est-à-dire les rapports avec la presse, les rapports avec les syndicats, les rapports avec les comités d'entreprise, les rapports... Je dis, mais écoute, on va annuler. Il me dit, non, c'est pas possible. On a déjà dépensé tout l'argent. Le théâtre doit devenir le privilège du plus grand nombre. Parce que, à l'inverse d'Asté qui, à Saint-Étienne, allait jouer dans les usines, nous, on disait que les usines n'étaient pas prêtes, qu'on ne pourrait donner que des spectacles au rabais, parce que tout de même une salle de spectacle est faite pour le théâtre, parce qu'il y a tout, il y a des équipements techniques, il y a les éclairages, il y a tout ça, il y a les fauteuils. Pourquoi les ouvriers ont droit qu'au banc et que les petits bourgeois ont droit au fauteuil? Les cars venaient prendre les travailleurs à la sortie de l'usine, et puis ils les emmenaient au théâtre. Il faut avouer qu'il y a plus de jeunes cadres qui sont venus voir qui sont venus au théâtre de la Cité plus que des ouvriers. Le théâtre de la Cité, où on a monté la seconde surprise de l'amour, la seconde surprise de l'amour de Marivaux, d'une manière peut-être un peu brechtienne, où on donnait de l'importance aux serviteurs, où on donnait de l'importance pas seulement aux protagonistes. 3 fois par semaine, que ce soit Planchon, Buise ou moi, on allait prendre la parole, on profitait de la pause déjeuner pour dire, voilà, nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de créer à Villeurbanne, au Palais du Travail, à l'ancien Palais du Travail, un théâtre pour vous, un théâtre est populaire quand il est fait par tous, pour tous, des petits slogans, bon. Et le lendemain, Malraux enthousiaste. Et puis je me souviens de la claque qu'il me met sur l'épaule en me disant, voilà, maintenant je n'ai plus qu'un objectif, c'est vous sortir et couler la comédie française. Alors quand j'ai rapporté ça au père Planchon, on était ravis, on avait des petites ailes. Trouver ce jeune homme qui était un petit peu plus jeune que moi, je crois qu'il avait 2 ou 3 ans de moins que moi, et comme si on s'était connus depuis longtemps. On parlait des mêmes choses, on avait les mêmes lectures, on avait Kafka dans notre poche, on avait des Brecht dans une autre poche, et puis aussi on parlait d'Adamov. Si Planchon a réussi à me payer, j'étais peut-être un des rares à avoir un vrai salaire, parce que nous avons bouffé l'héritage de son père, il a bouffé son héritage, on a bouffé l'héritage de son meilleur ami qu'on avait nommé administrateur, parce qu'il venait d'hériter de la plus grande quincaillerie qui faisait le coin de la place Bellecour et la rue de la Barre, le Pélican. Quand on parle d'adaptation de Planchon, bon, on a tous participé. Mais à l'époque, il y avait Planchon. Parce qu'il fallait un nom. Parce qu'on pensait que c'était nécessaire. Et puis découvrir que chez les gens avec qui tu as travaillé des années, ils n'ont qu'un plan de carrière. Ça, c'est aussi, c'est de dire, oui, je suis un con. J'ai fait de la politique, c'était simplement pour pouvoir pratiquer le théâtre. J'ai jamais été militant.
Ne jamais oublier que la Déclaration des droits de l'homme, ça a été fait dans une salle de... Ça a été construit, c'était une salle de théâtre, c'est la salle des menus plaisirs à Versailles, qui était une ellipse. Et aujourd'hui, on est dans un hémicycle. Et c'est pour ça qu'on est toujours aussi dans la merde. Cette vie et cette intrication entre la question politique et la question théâtrale, puis cet héroïsme discret et candide et humble. L'incident tout de même qui m'a un peu marqué, c'est que quelques jours auparavant, on a eu un petit affrontement, un petit groupe avec des Allemands. On était 5, on s'est tiré dessus, et il y a un qui est tombé. Et ça, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Quand se m'approchait, il était en train de mourir, je ne sais pas qui l'avait touché, certainement pas moi. Je pense que ça ne pouvait pas être moi parce que je tirais mal à l'époque. Je tirais très très mal. Et il avait mon âge, ce jeune Allemand. Et il m'a dit cette phrase: j'aurais aimé connaître la France dans de meilleures conditions, dans d'autres circonstances. Voilà. La phrase exacte, c'est: j'aurais aimé connaître la France dans d'autres circonstances, et il est mort. Quand on parle des années sombres de l'occupation, on a toujours un seul aspect. Jamais les théâtres n'ont fonctionné autant que pendant l'occupation. Jamais les music-halls n'ont fonctionné autant que les cabarets, c'était à Paris, etc. Bon, c'était réservé à une certaine classe, c'était réservé aux Allemands, c'était réservé aux gens qui fréquentaient les Allemands. Mais il y a une activité culturelle du spectacle vivant pendant l'occupation extraordinaire qu'on a complètement occultée. Et puis après, quand j'ai vu le bordel de cette libération, les comités d'épuration, subitement, la populace, là. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours peur de la populace. J'en ai pris aux malheureuses jeunes filles certaines avaient couché avec les Allemands, mais c'était un peu de collaboration horizontale. Moi, je ne pense pas qu'elles avaient dénoncé, quoi. Alors, j'ai passé mon temps avec mon petit groupe à les empêcher, parce que la populace les tondait, les déshabillait. J'ai vu des spectacles d'obscénité rares, on leur mettait du goudron, on les roulait dans la plume. Et puis, j'ai vu des mères de famille convenables, sérieuses, des petites bourgeoises, qui avaient leurs enfants à la main et puis qui hurlaient comme des folles dingues contre ces malheureuses filles. Alors on a été obligé de les protéger. L'espoir qui était né, la culture populaire, les cercles Léo Lagrange, ça y est. Et puis comment tout ça, quelques années après, terminé, ratiboisé, et voilà. J'avais rencontré pour la première fois un jeune homme dont le cerveau s'occupait, qui était Kateb Yassine. Ce jeune homme dit à Brecht: vous devriez écrire une pièce c'était le début de l'insurrection algérienne, c'était 1954. Et Brecht, très gentiment, lui dit: mais non, jeune homme, c'est à vous de l'écrire. Et alors, Yassine, qui était un peu un exalté, dit: oui, ça sera une tragédie. Ça sera une tragédie avec du sang, des morts, la torture. Et alors Brecht, très gentiment, lui dit: je ne souhaite pas pour vous une tragédie, une comédie. Et au mot comédie, le jeune Yassine se fâche et dit: ah non, ça peut être une tragédie avec tous ces morts, ces tortures. Et Brecht, toujours très doux, dit: je ne vous le souhaite pas. Une comédie, une tragédie, tout est joué d'avance. Une comédie, tout est possible. Et la compréhension entre les deux hommes fut totale. Parce que même Kateb Yassine, après 10 ans à 0, mais ce Brecht, il fait de beaux spectacles, mais quel con. Comment j'ai été exclu du Parti communiste. Je me souviens d'avoir créé une petite revue où je disais, je m'en souviens encore très bien,
Je suis communiste parce qu'il faut lever l'hypothèque économique, mais l'hypothèque économique levée, le problème de l'homme et ses aliénations restera dans sa totalité. Oh, dans les 7 jours, j'étais exclu. Dans les 7 jours, j'étais exclu, et pas par n'importe qui, par M. Garaudy et par M. Canapa. Parce que j'étais entaché d'anarchisme. Aïe! Là où ça tient encore la route, quand même, en matière de politique culturelle, eh ben, c'est chez les Rouges. Hein. C'est chez les Rouges. C'est là où ça tient encore la route. C'est-à-dire que c'est là où il y a encore quand même 2-3 marqueurs, si tu veux, politiques, qui font que ce ne sont pas que des mots. Voilà. Et puis après, je suis allé voir les anarchistes qui, en 51, m'ont exclu parce que j'étais entaché de marxisme. Donc j'avais fait le tour des idéologies. Trois fois par semaine, que ce soit Plonchon, Buise ou moi, on allait prendre la parole, on profitait de la pause déjeuner pour dire, voilà, nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de créer à Villeurbanne, au Palais du Travail, à l'ancien Palais du Travail, un théâtre pour vous, un théâtre est populaire quand il est fait par tous, pour tous, des petits slogans qui existaient. Et faut avouer qu'il y a plus de jeunes cadres qui sont venus voir qui sont venus au Théâtre de la Cité plus que des ouvriers. Certainement. Mais il y a eu tout de même quelques ouvriers. Nous déduisons notre esthétique comme notre morale des besoins de notre combat. À l'époque, au Théâtre de la Cité, on essayait, pour avoir un peu d'argent, de regrouper Saint-Étienne et Grenoble. Bien sûr. Alors, mon correspondant à Grenoble, à l'université, c'était Kader. Et un jour, j'arrive, plus de Kader. Et là-dessus, on me dit, il est mort, il est mort à Lyon, rue Vauban, il a été torturé, et il est mort sous la torture. Moi, immédiatement, j'avais jamais entendu parler du FLN, des trucs comme ça. Mais je dis, écoutez, si je peux vous rendre service, je suis là. Tu mets le petit doigt Et voilà. Et voilà, parce qu'à l'époque, je donnais des stages tous les week-ends, alors je circulais beaucoup en France. Alors au début, on m'a demandé simplement de transporter des faux papiers, que j'ai fait. Et puis après, je me suis retrouvé engagé là-dedans, et je me suis retrouvé à la tête d'un réseau. De l'argent, des cotisations de tous les travailleurs algériens étaient obligés de cotiser un tiers de leur salaire, contraints et forcés pour la plupart, oui. Il y avait des collecteurs de fonds. Ceux qui ne cotisaient pas, boum, eh bien on les étranglait et on les jetait dans la rivière, dans le canal de Jaunage de Vaux-en-Velin, les pieds pris dans le ciment pour qu'ils ne remontent pas. Ben oui, un tiers de leur salaire. Ça faisait une certaine somme, hein. Et c'était à Lyon que l'argent des wilayas transitait, parce que mon réseau était important. Et c'est moi qui m'occupais du transfert. On avait mis au point toute une organisation. Parce qu'il ne fallait pas se faire piquer à la frontière. Moi, je me souviens, la dernière valise, c'était 42 millions. Et en Suisse, c'était le responsable de la Fédération anarchiste de Genève. Un mec assez drôle, un vieux copain. Oui.
Pesti anni bestando putare, est anni bestando putra, po, ti, anantifatiame, ta, di, tiame, ta, fadri. Et puis il est vrai que quand Planchon lui a téléphoné pour lui dire que j'étais recherché par tout le monde, il a fait des gestes. Bon, on en a parlé déjà de ça. Alors, Claude Asselin. C'est moi. Et puis il faut voir cette époque. C'est une époque assez étonnante. Et puis tout de même, après, j'ai eu une coupure quand même. J'ai disparu de novembre 60 à juin 80 quand même, de la France. Je revenais comme ça, mais... J'étais au Maroc et je ne suis arrivé que 2 jours après l'indépendance d'Algérie. Son premier coup d'éclat était tout de même de braquer la Banque de France d'Oran. Ben ça c'est important, c'est pas de la théorie. Son premier acte révolutionnaire a été de braquer la banque. C'est pour ça qu'il a été obligé de s'enfuir. Il a été un braqueur. Et puis il a été aussi un soldat très compétent. Mon Cassino, il a eu plein de décorations, le père Ben Bella. Quelques jours après mon arrivée à Alger, je retrouve Boudia, que j'avais connu en 51, et puis dont j'avais entendu parler dans la mesure où après s'était évadé, il s'était réfugié chez un de mes amis. Bon. Et Boudia, on est content de se retrouver, et c'est là qu'on décide de créer le TNA. On ne peut pas dire que Ben Bella y avait pensé, mais quand Bourboune est arrivé en Algérie et qu'il a été nommé commissaire, c'était à côté très bolchevique, commissaire à la culture, c'est tout simple. Boudier ne rêvait que de ça, oui. Et puis Bourboune, qui était un intellectuel, ne jamais oublié que Bourboune avait connu Adamov dans les années 50 et qu'il était le responsable de l'information pour le FLN, responsable de la formation Europe. Donc je me souviens de ces 2-3 nuits à un hôtel borgne de la rue de Tanger. Lui, il était couché sur le lit et moi assis sur le bidet où nous avons rédigé le truc du TNA et puis la culture, etc. Durant la lutte de libération nationale, le théâtre a été utilisé comme arme de combat. Durant la lutte de libération nationale, il a permis de dénoncer les mystificateurs et les détracteurs du peuple algérien. Il a également porté à nos frères et amis le salut d'un peuple épris de liberté et de paix. Aujourd'hui, dans l'Algérie qui construit le socialisme, le théâtre algérien reste la propriété du peuple et sera au service de celui-ci un outil efficace. Il sera partisan du réalisme révolutionnaire.
Le gouvernement algérien a nationalisé le théâtre. L'Algérie choisit son théâtre au départ et n'attend pas que d'autres le choisissent pour elle. Barrer la route à la commercialisation de l'art dramatique était un impératif. Dès cette année, 5 théâtres en Algérie ont une activité continue. Alger, Oran, Constantine, Beaune et Sidi Bel Abbès. La possibilité de décentraliser au maximum les représentations théâtrales. Il y sera présenté des pièces algériennes, des adaptations et traductions d'œuvres étrangères, des troupes et des ensembles des pays frères, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Liban, Syrie et l'Irak sera invité par la direction des théâtres nationaux. Dénoncé tout ça avec Boudia et Bourboune, et on s'est installé à l'Opéra, qui était un très beau bâtiment, qui était juste entre le quartier de la ville européenne des Pieds Noirs et la Casbah. C'était assez étonnant. C'était une sorte de terrain neutre, cet opéra. Une période exaltante, formidable. Nous déduisons notre esthétique comme notre morale des besoins de notre combat. Et qui était en exergue dans le hall du TNA. La vérité n'était que de notre côté. Moi, j'avoue que c'est très bolchevique, voilà. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui disparaissent, voilà, c'est comme ça. Alger, par exemple, c'est vidé de ses pieds noirs, il y avait la Casbah qui était descendue tout le monde était sur place. On n'avait pas besoin d'aller faire des appels. Mais ils avaient tellement soif d'un théâtre en langue arabe qu'ils venaient pour la première fois, ils arrivaient à l'endroit où il y avait les pieds noirs avant, et en plus c'était en arabe, en dialectal, donc c'était formidable. C'était bourré à chaque fois, bourré. Et des gens du petit peuple, et des gens... ils cohabitaient pas très bien. Il faut avouer que la notion du poulailler et de l'orchestre à l'intérieur de la salle existait encore. Les adaptations en arabe dialectal de pièces du grand répertoire, c'est comme ça qu'en arabe dialectal, j'ai monté l'exception et la règle. C'était pour moi assez facile dans la mesure, je ne parle pas arabe, mais la pièce était jouée par des comédiens algériens qui, eux, étaient bilingues. Donc toutes les répétitions étaient... Et puis tout de même, au ton de la voix, je savais que c'était juste. Je me souviens de l'arrivée de Fellag. On lui avait dit que c'était un Français. Donc il arrive avec un monologue du Cid, d'Orotre, je ne sais plus lequel. Je l'ai arrêté, alors il est venu tout pâle. Je dis, mais non, c'est pas que je trouve ça mauvais, mais je trouve ça ridicule de votre part. Vous avez d'autres dons. Allez dans la rue et racontez ce que vous voulez. Il l'a fait, il le dit même dans un article. Bouygues m'a dit, et ça a donné Fellag. Pas l'oublier, c'est incroyable.
devenu la Mecque de tous les cinéastes. Vaïda, Godard, Polanski, tout ce monde-là était à Alger. À Alger, il y a une cinémathèque qui a été l'enfant chéri de toutes les cinémathèques du monde, qui était une des plus riches, parce que l'Algérie, tout le monde avait fondé des espoirs fantastiques sur l'indépendance. Et Langlois est venu plusieurs fois. Jean-Michel Arnold était un de ses plus proches collaborateurs. Il nous l'avait délégué à Alger. Et Jean-Michel Arnold, qui avec des camarades algériens a créé la cinémathèque algérienne, ça a été prodigieux. On a vu des choses fantastiques. Le jour du coup d'État, bon, on l'a appris dans la nuit. La mère de mes enfants était venue me rendre visite. Tout ça, ça l'a un peu décontenancé. Parce qu'elle m'a vu reprendre un revolver, alors elle dit « ça recommence ». Et pour se changer d'idée, nous sommes allés à la cinémathèque à pied. Le soir du coup d'État, la cinémathèque continuait de fonctionner. Ben, c'est important, ça. Plus grande comédienne algérienne, c'est Keltoum. Si vous avez vu Le Vent des Aurès, qui a eu le Grand Prix à Cannes, oui. Le Lac de Ramina, oui. Et surtout grâce à Keltoum, et qui était la comédienne principale, qui a été la comédienne principale du Feu. Et sans Keltoum, et puis il y a eu Agoumi, mais sans Keltoum, parce que c'est l'histoire, ça se passe pendant la bataille d'Alger, etc., elle est formidable. On va revenir à Keltoum, qui a été l'actrice principale du Fun, qui a été la dernière pièce que j'ai montée au Théâtre National Algérien, parce qu'il y a eu 3 succès, puis ça a marqué. Et c'est la seule pièce qui a été jouée en français. Mustapha Kateb, qui n'a rien à voir avec Kateb Yassine, avait demandé à Mamri s'il ne pouvait pas la traduire en arabe. Mamri c'est un peu raidi, a dit surtout pas dans la langue de l'occupant. En tamazirt, d'accord, c'est-à-dire en berbère. Mais dans la langue de l'occupant, jamais. C'est ça aussi le drame de l'Algérie. Parce que c'est tout de même le tamazirt qui est la langue originale des Berbères, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie ou en Tunisie. C'était les Berbères. Oui, les premiers habitants. Et après, ils ont été occupés par les Romains, et après, il y a eu quelques conquistadors yéménites. C'était les Arabes, qui étaient des premiers occupants quand même. Ah non, cette pièce a fait un scandale. J'ai le dossier, l'autre jour, j'ai retrouvé le dossier de presse. Putain, c'était... Et aujourd'hui, j'ai des amis qui sont allés à Alger. Il y a l'exposition des affiches de tous les spectacles du TNA, sauf le Fun. Alors moi, à la fin, je dis, je reprends une de mes formules. Je suis athée et cosmopolite. Ça a fait du bruit. Athée et cosmopolite. Alors donc aujourd'hui, si tu veux, c'est comme si je n'avais pas existé. Et ça, moi j'avoue qu'en Algérie, on a manqué de... Moi j'avoue que j'ai manqué de vigilance.
J'y ai cru très fort. Et puis, disons, même quand je suis passé du théâtre à la SNS, je me disais, bon, ben, il va y avoir une génération nouvelle. Et puis non, ben, oh là là. Un homme nouveau, on croit toujours à un homme nouveau. Et quand même, j'aurais dû être prévenu. Écoute, pourquoi moi, les textes de Artaud m'ont toujours fasciné, parce que tout de même, à un moment, Artaud le dit bien, l'homme est mal construit. Et il savait ce dont il parlait, Artaud. Non? Tout ça, ce sont des anecdotes, mais qui, ajoutées les unes aux autres, forment quand même une toile de fond assez intéressante, je trouve, et artistique et comment dire, politique. Politique, peut-être. Politique, peut-être. Sur la question, tu croyais à quelque chose, qui aurait été le temps des loisirs pour les masses populaires, tu discutais, tu parles de l'Allemagne, des ouvriers, etc. Mais là maintenant, on n'est plus du tout dans cette sociologie-là et même cette dialectique-là. Mais pour autant, on revendique toujours une espèce de popularité qui nous fait aller à des endroits, et populaire est devenu maintenant plutôt quelque chose qui est moins exigeant, ou je sais pas, enfin, tu vois. Mais presque péjoratif. Presque péjoratif. Comme un postulat que tout le monde aurait besoin de pratiquer un art, de faire un art, et que ça aurait la même valeur que ceux qui dédient leur vie entière. C'est ça que j'appelle, c'est-à-dire la parole de tout le monde a même valeur. Donc il n'y a aucune voix qui peut s'élever. Pour moi, c'est presque la mort de la singularité, donc c'est la mort de l'artiste, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes sont menacés parce que ce système peut s'en passer. Voilà. Et je pense que ce système désire s'en passer. Il y a quand même une attaque qui est inédite dans la façon dont c'est fait. Parce que tu pourrais... c'est plus un flingue, c'est plus une menace contre lequel... Si tu veux, au moins un mec avec la moustache nazie là, et un écusson, tu sais quoi, gros connard, ça te donne des forces, hein. Quand ça devient invisible, c'est-à-dire que ce qui te tue n'est jamais possible à appréhender. Parce que quand tu dis au directeur, mais tu vas pas me couper ça, il te dit, mais je peux pas faire autrement, c'est l'autre qui m'a dit. Tu vas voir l'autre il te dit, mais Pascal, soyez raisonnable, vous voyez bien dans quel état sont les choses, on peut rien faire, c'est embêtant que vous creviez, hein. Mais il n'y a pas, c'est pas possible, tu n'as personne. Et ça par contre, tu peux être atteinte dans ton désir parce qu'il y a quelque chose qui s'étouffe. Oui. Quand tu ne peux même plus avoir d'interlocuteur et qu'il est invisible, là oui, c'est dangereux. Parce que moi, je l'ai senti dans mon corps, de me dire, je peux plus. Trop de vide. On est en train d'oublier que être artiste, c'est aussi une somme de formation, de savoir, de connaissances spécifiques. Cette haine de la création, parce que c'est de la haine de la création, c'est au service d'une espèce de vulgate de la démocratisation culturelle. Les gens qui ne vont pas à la Maison de la Culture, si je dis ça comme ça, tant pis, ils vont pas. Ils n'ont pas la haine de l'art. C'est certains qui leur disent qu'il faut avoir la haine de l'art. Et en particulier, ces gens-là qui, eux, parce que eux, ils sont impliqués dans le débat. Mais t'as des mecs qui préfèrent aller au football ou taper le carton ou j'en sais rien. Ils n'ont pas la haine. Eux, ils sont un peu indifférents. Ils disent que peut-être qu'on dépense beaucoup de fric pour des choses qui sont incompréhensibles. Ça, c'est possible. Mais ils n'ont pas cette haine que les autres développent. Parce que les autres, oui, c'est de la haine. On parlait de renouvellement de public et un renouvellement de personnel politique qui n'a pas l'antériorité de la construction, pour aller vite, Villars-Malraux-Lang. Mais mon problème, c'est d'avoir des politiques devant moi avec qui je peux parler de culture.
dis-moi l'ancien. Dis-moi vite parce que je veux tout savoir. Est-ce que la maison qui autrefois était en fleurs, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que cet arbre que j'ai planté, il est toujours à l'endroit où je l'ai planté? Dis-moi vite. Oui, tu ne reconnaîtrais rien du tout. La maison, elle s'effondre. Le toit, il ne tient plus en place. Le poche, il est tranché. Bers. Ce petit village où je me souviens quand j'étais enfant, on n'arrêtait pas de courir. On habitait dans cette pauvre petite maison, mais on n'arrêtait pas de rigoler avec les enfants. Bers. Oui, Bers. Erzähl mir, Alter. Erzähl mir geschwind. Weil will ich wissen, als es sind. Wie sie da ist durch Stiebele, wo sie am Moor geglanzt, zibbelt nach dem Bämle, wo sich verpflanzt. Die Stiebel ist alt, verwachsen mit Moch und Groß. Der Alter dazu fällt, die Fenster kein Glas. Der Garnickes kommt, sie beugen die Wand. Du wolltest schon sicher, gar nicht erkennt, der Garnickes kommt, sie beugen die Wand. Du wolltest schon sicher, gar nicht erkennt. Bers, mein Städtele Bers, mein Heim, eine Woche hab gehabt, meine kinderische Jahren verbracht. Bers, mein Städtele Bers, in Ohren mit Stiebeln mit alle Jünger ich dort gelacht. Jeden Schabes pflege ich laufen mit alle Jünger zugleich, zu sitzen unter der grünen Bäumele, Laien bei dem Teich. Bers, mein Städtele Bers, mein Himmel, wo hab gehabt, die Scheine Chaläumes, Assach. L'art n'est pas là pour ouvrir à une compréhension immédiate. L'art est là pour conduire à une incompréhension immédiate. Je crois que le comédien doit être... il y a un moment dans son travail où il doit être absolument impudique. Il est impudique. Oui, donc on est à peu près dans la même idée, hein, l'obscénité, l'impudeur. C'est-à-dire il faut aller chercher dans des couches qui sont le plus souvent gardées secrètes, enfouies, recouvertes. Et puis, donc j'aime assez moi le mot d'obscénité. Il me plaît bien. Je le trouve à la fois violent, mais c'est rassurant de pouvoir encore employer ce mot-là. Oui, je crois. Les murs, c'est pas tant la couleur ou la matière du mur qui va me fabriquer mon théâtre, mais c'est l'épaisseur de l'air, c'est sentir que j'y suis, et à partir de là, tout est possible, et je deviens dingue, j'ai plus envie de partir, j'ai envie de travailler, et donc ça me mène à un état de désir absolu de recherche avec les mots, avec les autres, parce que le théâtre, ça se fait pas tout seul, avec le corps, c'est très physique aussi, c'est ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, je parle de désir, mais il y a quelque chose qui te rentre dedans véritablement. Mais regarde, une femme qui, pourquoi par exemple, mettre en scène, il y a mettre, hein,
Non mais je te dis, il y a maître. Mais il y a maître. Mais bien sûr qu'il y a maître. C'est-à-dire que quand tu dis mettre en scène, et on pourrait dire c'est un mouvement où tu... Oui, tu essayes d'impulser quelque chose. Oui, et puis c'est toi qui tu prends. Les femmes s'emparent des plateaux. Mais Ça, c'est la vraie... Une autre différence aussi, c'est que nous, on parle d'un monde masculin. Complètement. Et maintenant, c'est un monde féminin. Tandis que je ne vous aime plus, virgule. Je n'aime plus rien, virgule. Rien que vous encore, point. Bah oui. Tu parlais d'Asté qui te disait va pas à Grenoble, en gros. Absolument. Mais qu'est-ce qui fait l'essor de Grenoble en 81, enfin aux alentours des années 80, un peu avant, un peu après? C'est le théâtre partisan, c'est Georges Lavaudan. Bien sûr. Point. Et Georges Lavaudan, il vient pas de Paris. Lorsque j'ai été nommé avec Jacques Blanc, il faut toujours le rappeler, avec Jacques, lorsqu'on a été nommé directeur, co-directeur de la Maison de la Culture, comme tu me semblais dire que l'Algérie, ça commençait un peu à te courir, que tu semblais que cette aventure, voilà, elle avait eu son temps, mais que tu aimerais bien faire autre chose. Je ne sais pas, ça a dû se passer assez rapidement, sans trop de discussion. Enfin, moi, j'en garde un souvenir un peu que ça s'est fait au coin du bar et de dire, écoute Jean-Marie, voilà, nous maintenant on est à la Maison de la Culture, il y a peut-être un poste de secrétaire général à pourvoir ou à inventer, viens nous rejoindre. Les soirées que nous avons passées à refaire le monde et à refaire l'art avec Raoul Ruiz, Louis de Sceaux jusqu'à 4h, 5h du matin, plus la soirée avançait, plus il devenait d'une espèce de lucidité poétique absolument formidable. On a eu la chance de croiser des gens comme ça. C'était formidable. Ça a été vraiment un grand moment, je pense. Si on refaisait précisément l'histoire de ces 3-4 années, on se dirait comment ça a pu être possible. Il y a eu une grâce, si tu veux, qui justement n'était pas fabriquée, qui s'est faite de briques et de brocs. Elle n'a pas justement été pensée, idéologisée. Elle s'est faite par les contacts d'amitié, par la disponibilité, parce que c'était le moment où on était tous en forme, enfin je veux dire artistique, Galota, moi, Ruiz, etc., Mémone, et voilà, ça, plus les gens qu'on faisait venir, Rancière, Jean-Luc Nancy et la Coulabar, et Derrida, voilà, ça croisait, ça y allait, on peut dire. C'était Mesguich qui était là, quand même, Mesguich aussi, qui était devenu un de nos copains, Bruno aussi, mais je veux dire, ça tournait, il me semble qu'il y avait une effervescence qui a été magique. Bon, elle a duré ce qu'elle a duré, c'est plein d'échecs, hein, comment dire, tout n'était pas bon, mais disons le maelstrom, là on se disait, tiens, c'est une maison de la culture, et d'ailleurs c'est pour ça que, à l'inverse, il y en avait qui trouvaient que c'était vraiment pas une maison de la culture, quoi, que c'était plutôt bordélique et élitiste et tout ça, qu'un truc organisé, social, voilà. C'était le développement des industries culturelles. C'est-à-dire, on parle plus de théâtre, on parle de scène nationale ou régionale. On parle plus de spectacle, on parle de production. On parle plus de comédiens, on parle d'intermittents. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on intégrait le fait qu'il y allait avoir une séparation entre les lieux de diffusion et les lieux de création. Et que les théâtres allaient de plus en plus devenir des garages où on vient montrer son travail, mais que le temps dédié au travail allait s'amenuiser.
je vais toujours rester dans cette ville pour faire des choses dans cette ville. Je suis quelqu'un qui a cru à l'idée de la décentralisation et que je trouve qu'elle a été abandonnée en route, qu'elle n'est pas finie, et que voilà la plaie béante devant laquelle on est, qui a commencé avec les illusions, effectivement, dont parlait Jean-Marie, d'aller chercher les ouvriers dans les usines, mais qui finalement a un petit peu marché. Ça a quand même si la porosité n'a pas été si grande qu'on ne le voulait entre les frontières, il y a eu des gens, il y a eu des jeunes issus du Maghreb qui sont devenus comédiens, des gens des Chirolles, des copains à Stéphane qui vivaient dans la même cité, qui sont devenus, je pense à Semi de Bois-de-Gila ou tout ça. Donc c'est pas impossible, il y en a qui passent les mailles du filet. Mais effectivement, on a laissé un peu tomber tous les appareils intelligents qui pouvaient permettre une plus grande porosité. Et là, ça s'est refermé et ça va continuer. Il y a des millions d'œillets dans cette chambre. Un lit d'œillets. Ah, couchons-nous, nous avons tout le temps pour faire des folies. Je lève les jambes en l'air. Regarde comme je suis souple. Je fais 4 fois le tour de ton corps. Je me faufile sous tes bras et ma tête reparaît entre tes cuisses. La bonne niche. Aimes-tu mieux que je fasse la cascade? Que je m'égoutte longuement dans tes cheveux? Parle, mon amour, je suis dispose. Jamais je n'ai été aussi près de l'impossible. Mais je m'exalte, tu n'y peux rien. Verse de l'eau froide sur ce ventre, elle va bouillir. Mets ta main dans ce creux, tu te brûles. Tu ris, je ris, nous sommes des gosses. Je vais faire un incendie avec tous ces draps, tous mes pianos. Ce sera magnifique. On viendra de partout pour voir brûler tous mes souvenirs. On dira, c'est Lucienne, elle s'enflamme de toutes parts, quel beau spectacle. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, j'ai dû déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient, c'est elle. C'est l'histoire de toute une vie parce qu'on cherche toute sa vie la façon dont on essaie de le faire. Et on ne le ferait pas si ça ne nous donnait pas du bonheur. Mais bien sûr, évidemment. Moi, je pense qu'il y a le mot bonheur qui est important. C'est pas un cri, Pierre. C'est du bonheur, le théâtre. Peu de gens l'avouent, mais c'est du bonheur. Comme disait Borges, on n'en sait rien, les formes qu'on dépose dans le monde, la puissance qu'elles ont. Un matin, on arrive à 10h pour répéter. Qu'est-ce qu'on voit? Des gamins de 5 à 10 ans qui jouaient notre pièce. Moi, je faisais un curé. Il y avait un gamin qui avait retenu absolument tout ce que je disais, tout ce que le curé disait. Il y avait le monsieur avec les aliments, ils avaient pris des palmes dans les arbres, et ils jouaient notre spectacle. Et ça a été pour moi un grand choc culturel, un grand choc théâtral. Et ça m'avait fait penser à dans un livre que Brooke avait écrit, où il disait, après la guerre, quand Berlin ne fut plus qu'un ramassis de ruines, il avait vu la vie reprendre grâce à des gamins qui escaladaient les ruines et puis qui se faisaient la guerre avec des pistolets et des fusils en bois. Comme quoi le théâtre ne meurt jamais. Eh ben, il y a quelque chose comme ça dans le théâtre de Tanguy. Il fait revenir les morts avec cette chose où ça prend vie, mais pas tout à fait. C'est des fantômes, mais le théâtre, c'est peut-être que ça. Enfin, en tout cas, il y a une bonne part du théâtre qui est ça, qui est cet artefact-là. Tout à l'heure, tu disais le mensonge. Oui. Le mensonge d'une deuxième vie, le mensonge d'une vie de fantôme, le mensonge des âmes, je sais pas comment appeler ça, mais... Le mentir vrai, disait... Oui, le mentir vrai. Machin. Je sais plus comment il s'appelait. C'est le mentir vrai. Ou Jo qui avait dit un jour, le mensonge c'est mieux que la vérité, parce que dans le mensonge, il y a aussi la vérité, par effet négatif. La vérité est une, si tu veux, le mensonge est double.
Il y avait une séquence, une petite scène qui s'appelait La Vérité. Alors on construisait sur le théâtre un petit puits, et puis sortait de ce puits une femme nue, vieille, laide, difforme, et le meneur de jeu disait « Elle n'est pas belle, la vérité !» Mais je lui dois une reconnaissance éternelle à Jean-Luc Godard. C'est lui qui m'a fait découvrir la meringue chantilly au Café des Négociants à Genève. C'est formidable. Je ne sais plus si le Café des Négociants existe toujours à Genève, mais voilà, la meringue chantilly, quelle merveille. Je suis un con, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis un con, je suis un con. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des montages, et au montage, ça a disparu. Oh! Tom.